La rénovation énergétique des bâtiments, c'est le grand enjeu de la transition énergétique. Un enjeu, mais aussi un défi technique, en particulier dans l'habitat collectif. Comment procéder pour ne pas se tromper quand on veut faire de la rénovation énergétique dans l'habitat collectif? C'est la question d'aujourd'hui. C'est JBAT, les débats. Pour prendre la mesure des enjeux d'une rénovation énergétique dans l'habitat collectif et pour tirer aussi les leçons de leurs expériences respectives, un bailleur social installé en Normandie avec un parc de 14 000 logements. Il s'agit de Guillaume Oudry. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur technique d'Immobilière Basse-Seine, un patron de bureau d'études, le bureau d'études Sun Square en l'occurrence. Il s'agit de Pierre Beau, Sun Square qui est un bureau d'études thermiques et fluides implanté à Paris et qui connaît bien, parce qu'il a de nombreux clients dans le domaine, le secteur du résidentiel. Vous êtes par ailleurs vice-président du syndicat professionnel, le Sinov Construction. Et enfin, le directeur de l'agence locale de l'énergie de l'agglomération lyonnaise, Sylvain Godineau, donc directeur de l'ALE de Lyon ou de la région lyonnaise. Salut aussi à Anne-Sophie Séguis, pardon pour cette familiarité, mais enfin, nous nous connaissons un peu maintenant. Anne-Sophie Séguis qui est responsable efficacité énergétique de CJBAT, la rénovation énergétique, chère Anne-Sophie, rénovation dans l'habitat existant, un sujet qui découle évidemment de la loi sur la transition énergétique. En effet, la loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux, à la fois en termes de consommation énergétique, avec une réduction de 50% à l'horizon 2050, et aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec une réduction de 30% à l'horizon 2030. Le secteur du bâtiment, à l'heure actuelle, représente le premier consommateur d'énergie et à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit clairement que c'est un levier très important par rapport à l'atteinte des objectifs de la loi sur la transition énergétique. Au sein de ce secteur du bâtiment, le logement avec ses 34 millions de résidences est là aussi un secteur clé. L'ART 2012 et les réglementations thermiques précédentes qui impactent le marché du neuf ont certes permis de développer des logements économes en énergie, sauf qu'elles jouent sur un parc à peu près de 300 000 logements chaque année versus 34 millions de logements existants. Donc on voit bien que sans la rénovation énergétique, ça va être extrêmement compliqué d'atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique. C'est pourquoi le plan de rénovation de l'habitat fixait dès 2012 un objectif à l'horizon 2017 de 500 000 logements rénovés chaque année, dont 380 000 sur le parc privé et le reste sur le parc social. Et la question qui se pose évidemment lorsqu'il s'agit de rénover un immeuble, c'est celle de la nature des travaux qu'il convient de réaliser, les travaux nécessaires. Les propriétaires doivent faire des choix. Illustration à Paris, dans une résidence d'environ 80 logements qui a été construite il y a environ une cinquantaine d'années. Illustration avec Ariane Monfray, Julien Lagrange et Clément Jeunet. Construite dans les années 60 au cœur du 19e arrondissement de Paris, la résidence Clavel connaît actuellement une phase majeure de travaux de rénovation énergétique. En cause, des problèmes de chauffage détectés en 2011 entre les différents logements. Les appartements qui étaient pignon nord avaient une température inférieure aux autres. On a fait plusieurs campagnes de mesure et il y avait toujours une différence. Alors on chauffe pour qu'ils aient un peu moins froid, mais ailleurs ils ouvrent les fenêtres. Alors on a dit on va voir ce qu'on peut faire.
En 2013, un audit a confirmé la nécessité d'engager des travaux de rénovation énergétique. Sur les conseils de l'Agence parisienne du climat, le syndic coopératif s'est alors tourné vers le cabinet Enera. Les thermiciens ont suggéré d'isoler la toiture sur 12 cm d'épaisseur et les façades sur 16 cm. Autre préconisation, changer les fenêtres à simple vitrage afin de traiter le bâtiment dans sa globalité. Ici on a un plancher chauffant, donc qui dit plancher chauffant, difficulté à équilibrer entre les différentes zones. Donc pour avoir un confort optimisé, l'obligation vraiment de traiter l'ensemble de l'enveloppe. C'est ce que nous avons fait via la toiture, la façade et les fenêtres. Et en parallèle, optimiser les équipements, donc la ventilation et la production de chaleur. Côté système de chauffage, les anciennes chaudières à gaz ont été remplacées par des modèles à condensation. Le schéma hydraulique a été revu afin de gagner en performance énergétique avec l'installation d'un ballon tampon pour la production d'eau chaude primaire. Enfin, un soin particulier a été apporté à l'équilibrage de l'ensemble pour optimiser la répartition de chaleur. La résidence était initialement en étiquette E, en la limite entre l'étiquette D et l'étiquette E, et là on passe en étiquette C, c'est-à-dire en dessous de 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. C'est un gain énergétique de 43% sur la consommation et donc sur les factures, ce qui est considérable. Donc l'intérêt des copropriétaires pour ces travaux était très important, notamment au vu de ce gain financier attendu sur les factures. Pour ce chantier, la facture globale s'est élevée à 840 000 €, honoraires inclus. La copropriété a obtenu 282 000 € de subventions collectives, sans compter le crédit d'impôt ou les aides de l'ANA. Il y a une chose qui n'a pas été abordée en termes de rénovation, c'est la partie ventilation. Ça a été retravaillé, puisqu'au départ, on avait une ventilation qui était une ventilation naturelle uniquement pour les enceintes, pas uniquement sur les pièces humides, et qu'ils ont mis en œuvre une ventilation par balayage naturelle, parce qu'on est sur un immeuble de presque 10 étages, donc il y avait un tirage qui a été considéré comme étant suffisant pour assurer la ventilation. Est-ce qu'il est souhaitable de réaliser le maximum de travaux en une fois, ou est-ce que, pour des raisons de trésorerie, par exemple, de la copropriété, il vaut mieux envisager de les étaler en les planifiant, le cas échéant, sur plusieurs années? C'est vrai que nous, d'un point de vue bailleur social, on a plutôt une stratégie globale d'investissement à un moment donné, par rapport à notre plan stratégique du patrimoine. À un moment donné, on intervient sur un bâtiment et on a une réflexion vraiment globale. Donc ça, c'est peut-être plus propre à un bailleur social qu'à une copropriété. Global ou échelonné? Très concrètement, je pense que, compte tenu des résultats qu'on a aujourd'hui sur la rénovation du bâtiment collectif, il faut se fermer aucune porte. C'est-à-dire que là où on peut faire du global, où il y a les moyens et où le bâti et le maître d'ouvrage s'y prêtent, on y va. Quand c'est pas possible et que les blocages seront nombreux, on n'y va pas. Je dirais que si on cherche à systématiser la globalisation des travaux, je pense qu'on fera des bêtises. Et si on doit étaler les travaux, c'est la question qui nous est posée par un internaute ou par SMS, par quoi est-ce qu'il vaut mieux commencer? Quels sont les bouquets de travaux finalement qui ont le meilleur rendement, le rendement le plus immédiat? Si on met côte à côte un rééquilibrage de chauffage et du changement de menuiserie, on sent bien que, d'ailleurs, le moindre calcul va vous montrer que, effectivement, en termes de temps de retour, c'est des choses qui sont très très différentes. Donc, par quoi commencer? On commence par ce qu'il est obligatoire de faire, et ensuite, à mon sens, il s'agit quand même de faire un mix judicieux entre des choses qui sont très rentables et d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins. Et des chiffres, vous en avez, Anne-Sophie? Oui, enfin, il y a une étude qui a été réalisée par Énergie et Avenir il y a quelques années, 2012 à peu près, qui a évalué sur l'ensemble du parc français en découpant en catégories les différents logements, parce que les différentes typologies de bâtiments, qui montrait que globalement, ce qui coûtait le moins cher à faire, c'était la rénovation de chaufferie, couplée notamment à la rénovation des toitures. On avait des coûts du kilowattheure économisé qui étaient aux environs de 20 centimes d'euros le kilowattheure économisé, là où on pouvait aller sensiblement plus haut quand on commençait à s'attaquer au bâti. Mais là encore, tous ces chiffres-là, ils sont quand même à prendre avec des pincettes, parce que tout va dépendre du bâtiment tel qu'il est au moment où on va le rénover, des problématiques terrain, etc.
Sylvain Godino qui nous écoute depuis tout à l'heure avec beaucoup d'attention, qui n'a pas parlé pour l'instant, mais qui s'apprête à réagir, je le sens. Ouais, je voudrais vous donner le témoignage de ce qui se passe sur l'agglomération lyonnaise. Donc, qu'est-ce qui a été le choix de la métropole ? Le choix de la métropole, ça a été de dire aux bailleurs sociaux, vous savez faire de la réno globale, donc on ne vous aidera que si vous faites de la réno globale. Autrement dit, enveloppe plus ventilation, plus éventuellement les systèmes. Si vous voulez faire que les systèmes, c'est votre problème. De toute façon, c'est rentable, vous n'avez pas besoin de plus d'aide de la collectivité. Donc évidemment, c'est plus rentable de faire de l'équilibrage, mais on ne gagne pas beaucoup. Ça devrait être fait, il n'y a pas besoin de subvention publique pour le faire. C'est le boulot du gestionnaire de patrimoine de faire ça. Ce qui est rentable n'a pas à être aidé. Pour les copropriétés, on a dû s'adapter, être moins ambitieux. On a testé une phase où on a dit BBC rénovation ou pas d'aide, on s'est cassé les dents. On en a tiré les leçons. Donc le nouveau dispositif, il dit il y a un niveau BBC rénovation avec une aide à 3 500 € par logement et il y a un niveau à 35% d'économie d'énergie primaire à 2 000 € par logement. Donc ce cas-là de copro, il est exemplaire parce qu'on a tous les acteurs. Il y a eu mes collègues de l'APC qui font l'acteur de conseil. Il y a le syndic qui est rentré dans la danse, le diagnostiqueur, le bureau d'études, évidemment les copropriétaires avec un conseil syndical impliqué. On voit qu'il faut mettre tout ce monde-là d'accord. Là, ils arrivent à faire tous les postes. Ils font l'enveloppe, ils font la ventilation, ils font les systèmes. Et je dirais même en quatrième, ils font ce qui n'est pas forcément évident. Ils font un vrai travail de régulation et d'équilibrage à la fin qu'on peut louper dans un certain nombre de très grosses rénovations où on met 20 000 € par appartement, puis on oublie de faire ça. Et 2 ans après, on mesure, on dit « Ah, c'est tout foireux, le BBC, ça ne marche pas. » On n'a juste pas réglé les chaudières. C'est très courant, ça. Vous avez dit... 2 choses au début de votre intervention. Premièrement, vous avez dit, nous, à Lyon, on cherche à favoriser la rénovation tout d'un coup, dès le début. Et puis vous avez dit également, les équilibres économiques sont tellement précaires que si on ne finance pas la rénovation énergétique globale, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Et on a une question qui recoupe cet enjeu du retour sur investissement. L'internaute nous dit, on parle souvent de temps de retour sur investissement, mais n'y a-t-il pas d'autres critères à prendre en compte? Alors je ne sais pas quels pourraient être ces critères. Pierre Beau, qu'est-ce que vous en pensez? On a l'aspect confort, on a l'aspect environnemental, mais toutes les études sociologiques montrent quand même que la première motivation, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que si le copropriétaire... Alors attendons-nous bien, je suis dans le cadre de la copropriété, là, mais si le copropriétaire sent que l'opération d'un point de vue financier ne vaut pas la peine, parce qu'il y a un manque d'informations, ou que ces informations sont trop compliquées à comprendre, peut-être au sujet des aides, on pourra y revenir, concrètement, l'opération ne se fait pas. La rénovation énergétique est évidemment techniquement un processus long, c'est aussi un processus démocratique, puisque les copropriétaires votent en assemblée générale. Ils doivent être d'accord pour prendre les décisions. Et on retourne justement dans le 19e arrondissement, dans cette résidence baptisée Clavel, pour voir ce qui a motivé les copropriétaires. Dès que le syndic coopératif a eu connaissance des disparités de température dans l'immeuble, il a immédiatement commandé un diagnostic énergétique. 3 ans de démarches ont alors été nécessaires, de la constitution des dossiers au vote des travaux en assemblée générale, un délai qui n'étonne pas ce sociologue spécialiste de l'habitat. Il y a tout un processus qui prend plusieurs années pour finalement générer cette dynamique de mobilisation sans laquelle un projet qui serait techniquement et économiquement parfaitement ficelé ne pourrait pas être voté. Dans la résidence, plusieurs scénarios avaient été envisagés, de la simple isolation de la façade au traitement global du bâtiment, fenêtres et chaudières incluses. Proposer des options est important pour que les habitants s'approprient la prise de décision. De plus, le syndic a démontré que ces travaux éviteraient un futur ravalement de façade, ce qui a permis de convaincre une large majorité. Il y avait des travaux qui nous attendaient sur la toiture. Il y avait des travaux qui nous attendaient, comme nous en avons fait depuis tous les 5-6 ans, pour rattraper les maçonneries. Donc on a montré que les travaux qu'on faisait vaudraient pour des travaux qu'on aurait dû faire, quoi. Et ça aussi, ça a été important.
L'adhésion des résidents à un projet de grande ampleur demande des efforts de toutes les parties, des habitants eux-mêmes, aux maîtres d'œuvre en passant par les entreprises. Chaque étape du chantier doit être expliquée pour éviter toute mauvaise surprise. Au final, les résidents y gagnent des conditions de vie plus agréables, mais aussi une nouvelle façon de cohabiter. Le passage par une rénovation énergétique transforme profondément les relations entre les voisins. Parce qu'en fait, ils ont vécu quelque chose de très fort ensemble pendant une durée relativement longue. Et s'ils sont allés jusqu'au bout, ce n'est pas toujours le cas, en général, il y a un mieux vivre en fait, dans l'immeuble, à la fois parce que c'est plus agréable, plus confortable, mais aussi parce que les relations sont plus fortes entre les voisins, qui se connaissent mieux, qui ont appris à se mettre d'accord aussi, même sur des sujets difficiles. Et donc, il y a une amélioration du lien social dans l'immeuble. Et pour favoriser les bonnes relations de voisinage, donc il y a deux options, la fête des voisins, un banquet, ou alors une opération de rénovation énergétique, quelques fenêtres, une toiture, un plancher. C'est selon les moyens, en vérité, de chacun. Plus sérieusement, là, on est dans un cas particulier, hein, c'est une copropriété, on a des propriétaires occupants. Comment ça se passe quand on a des locataires? Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour mener une opération de rénovation énergétique? Les locataires, il faut les faire adhérer au projet. Donc on est dans une concertation pendant toute la phase conception, et ensuite on réalisera les travaux, mais dans toute la phase conception, on est dans une concertation. Mais avec quels arguments? Parce que ce que disait Pierre Beau il y a un instant, c'est qu'un propriétaire, il raisonne de manière objective, il fait ses comptes. Mon énergie me coûte tant, si je fais des travaux, je peux économiser. Attention, hein, je dis, effectivement, je pense qu'on raisonne, quand on est propriétaire, peut-être caricatural, mais je pense qu'on raisonne avant tout en termes de finances, mais par contre, ne rentre pas dans l'équation que le coût de l'énergie. Alors, précisez votre pensée. Non, allez-y, on revient vers vous. C'est quelque chose qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire que la valeur du patrimoine, c'est forcément un axe de développement pour... Ça, c'est la valeur, ce qu'on appelle la valeur verte, donc la valorisation de l'immeuble par les travaux d'efficacité énergétique. Ça, vous y croyez, et les propriétaires y croient? J'y crois. C'est concrètement, encore une fois, l'équilibre économique d'une opération de réhabilitation. Si on se contente de faire des économies sur la facture, c'est au coût. Enfin, on a parlé tout à l'heure du coût du mégawattheure, enfin à 30 € le mégawattheure. C'est pas la bonne analyse, c'est une analyse trop courte. Donc effectivement, si ça a un impact sur la valeur du mètre carré vendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Même 5%, même 3%, 3% de 10 000 € le mètre carré, ça fait 300 € le mètre carré. Et 300 € le mètre carré, ça permet de faire... ça permet peu ou prou de faire les travaux dont on a parlé. On revient à la question de la rénovation de locaux occupés par des locataires. On peut comprendre qu'ils aient des résistances déjà par rapport au dérangement d'une certaine manière, et puis aussi par rapport à la répercussion éventuelle de ces coûts de rénovation sur leur loyer. Quels sont les arguments que vous faites valoir, messieurs? Déjà, quand on leur présente la rénovation énergétique, ce n'est pas une rénovation énergétique, c'est une rénovation tout court. C'est qu'on change l'image du bâtiment, leur lieu de vie, leur confort, leur cadre de vie. On travaille sur les accès aux immeubles en même temps. On travaille sur les aménagements extérieurs. Donc c'est un panel d'intervention qui améliore le bâtiment, mais aussi leur cadre de vie. Donc ça, c'est important dans la présentation des choses. Avec des répercussions sur les loyers ou pas? Ou est-ce que vous prenez le budget pour vous en tant que bailleur social? En termes d'économie, forcément, on a des économies de charges, de consommation, mais derrière, ça se traduit par des économies de charges. Et ensuite, c'est une adéquation entre augmentation de loyer possible, parce qu'on est régi par des conventions, des conventions avec l'État. Donc, éventuellement, une augmentation des loyers, mais à côté de ça, il y a une baisse des charges. Donc on regarde cet équilibre de loyer et de charges, qui s'appelle la quittance, qui est la quittance sur ce que paye le locataire au bailleur, et c'est un équilibre entre les deux qui, au global, on essaye de ne pas augmenter la quittance.
On a je reste sur les questions financières, hein, parce que c'est aussi celles qui intéressent celles et ceux qui nous écoutent. On a des ratios qui permettent de faire des simulations, de dire, ben voilà, sur tel type d'immeuble, je vais engager tant au mètre carré pour obtenir tel gain en termes d'énergie et je vais avoir telle proportion de retour sur investissement. Je sais que les techniciens que vous êtes sont extrêmement prudents, évidemment, parce que tout ça dépend de la typologie de l'immeuble, des circonstances, de tout un tas de facteurs, mais quand même, à la lueur de l'expérience. Oui, si. À partir du moment où on a, même s'il n'y a pas suffisamment de rénovation au regard des objectifs qui nous sont fixés, à savoir 500 000 par an, concrètement, on en fait quand même. Donc on sait aujourd'hui donner un prix sur, par rapport entre une typologie et un objectif de performance énergétique, on arrive à donner une fourchette. Après, il y a des cas spécifiques, hein, s'il y a des problèmes d'amiante, d'insalubrité, on peut avoir... Et les fourchettes en question, alors donnez-nous s'il vous plaît des... Selon moi, la fourchette basse pour faire... Bon, là, dans l'exemple qui était donné, moins 40%, comme je vous disais, 10 000 € le logement, ça me semble particulièrement performant. Nous, ce qu'on constate sur des opérations où on cherche effectivement à approcher moins 35, moins 40%, enfin cette fourchette-là, je dirais plutôt de l'ordre de 15 000 €. Voilà, 15 000 €, là on commence à pouvoir faire quelque chose. Et le BBC, le step, il est un peu plus haut, on va dire qu'on va commencer plutôt à 20 22 000 €. Mais j'ai des cas récents où, pour le coup, la fourchette, elle peut se décaler. J'ai un immeuble avec une façade rideau où, pour faire moins 40%, au logement, c'est 35 000 €. Donc on ne peut pas non plus dire, voilà, la rénovation, c'est 15 000 € par logement. Il y a quand même, effectivement, à prendre en compte le bâti sur lequel on vient travailler. La réglementation de l'amiante. Oui, et sans compter... Qui est vraiment, qui a un impact non négligeable sur le coût des travaux. Et mettre par terre un projet construit avec un financement prévu. On a une question qui nous est posée par SMS. Suite aux travaux de rénovation énergétique, observe-t-on un changement dans le comportement des locataires? Est-ce qu'une fois qu'on a rénové le logement, ils ont une attitude plus économe en matière d'économie, en matière d'énergie? Est-ce qu'ils sont conscientisés sur les questions d'énergie? Les locataires sauront ce qu'ils doivent changer dans leur comportement et seront invités à changer leur comportement si on les accompagne pour ça. Par défaut, c'est de plus en plus fait dans le logement social et c'est très peu fait dans la copropriété. Alors on a parlé d'argent, on a parlé des occupants et de leur motivation. Parlons un peu technique aussi. On voyait tout à l'heure dans cet immeuble parisien que les copropriétaires avaient fait le choix de l'énergie gaz et puis de la rénovation aussi de leur chaudière. Et c'est bien d'ailleurs l'esprit de la directive européenne ERP qui incite à la rénovation des chaudières et à leur remplacement par des chaudières à condensation. Et dans ce cas-là, il faut se préoccuper de l'évacuation des produits de combustion. Et parmi les solutions existantes, il y a une solution qui s'appelle le Réno Shunt. Quels sont les avantages de cette solution? Eh bien, on écoute les explications d'un spécialiste de GRDF. Le Réno Shunt, donc c'est une solution très simple à mettre en œuvre puisqu'il va falloir juste une journée pour rénover un conduit entier avec 6 chaudières en laissant les occupants dans leur logement. D'un point de vue de l'utilisateur, donc l'occupant, on ne vient pas déplacer ses anciens meubles, on reste vraiment au même endroit. C'est très discret, on ne vient pas de faire de travaux supplémentaires dans son logement. On vient lui installer une chaudière à condensation étanche. Et après, pour lui, en termes de retour sur investissement, donc par rapport à l'investissement et les économies qu'il va pouvoir avoir, on peut s'attendre à un retour sur investissement de moins de 10 ans avec cette chaudière à condensation et ce système-là. On peut attendre un minima 20% d'économie d'énergie par rapport aux anciennes chaudières et en couplant avec des systèmes de régulation un peu plus performants, on va pouvoir obtenir jusqu'à 30% d'efficacité énergétique. On va vraiment passer d'une ancienne solution atmosphérique, donc non étanche, à une solution complètement étanche. Donc on va améliorer, on va vraiment accroître la sécurité des logements avec cette solution. Une réaction de Pierre Beau, et puis ensuite on y va pour les questions par SMS. Pierre Beau. C'est effectivement très intéressant pour passer à de la condensation quand on est en
en chaudière individuelle. Faut quand même avoir conscience que donc la rénovation de l'évacuation des produits de combustion, elle doit être collective. Donc c'est un système, c'est une rénovation qui va être appropriée justement pour un maître d'ouvrage qui a la capacité de dire bon ben voilà, tous les logements de mon bâtiment, on va les passer à la on va passer toute leur chaudière à la condensation et on fait le réno-shunt avec. Il y a une vraie complexité en copropriété, c'est-à-dire que si le copropriétaire du 5e étage, peut-être plus bas, il veut changer, il va falloir. Il y a quand même une question de rénover le shunt de tout le monde. Il n'y a pas une solution évidente. Alors évidemment, ça dépend encore une fois de la fumisterie en place. Mais il n'y a pas une solution évidente pour traiter ça en copropriété. Effectivement, hein, c'est des solutions qui obligent à rénover l'intégralité du conduit. Et là aussi, il y a des travaux de recherche, aussi bien avec les chaudieristes d'ailleurs qu'avec les sociétés de fumisterie, pour trouver des solutions d'individualisation des travaux pour que, en copropriété, si Madame Michu veut changer sa chaudière, elle puisse elle aussi avoir accès à la condensation. Comment se retrouver dans l'amoncellement d'aides financières pour la rénovation? Quels acteurs pour accompagner? Là, je veux bien rebondir parce que c'est notre boulot quotidien. On ne peut pas. On ne peut pas s'y retrouver. La seule solution, c'est de venir voir une agence locale de l'énergie. Faites confiance à un professionnel, c'est gratuit. Je vais le dire franchement parce que même des artisans, même des excellents experts de l'énergie, comme il y en a sûrement plein dans la salle, même moi, je ne sais pas suivre aujourd'hui les aides. C'est un bordel sans nom. Enfin, voilà, le système d'aide, il est français. Voilà, il est français, c'est-à-dire qu'il est très compliqué et il est assez peu efficace. On a le système d'aide allemand à côté qu'on ne peut pas s'empêcher d'envier, nous, en tant que professionnels. Le système d'aide allemand, il y a une subvention et un prêt. Guillaume Oudry. C'est la même chose pour nous. Nous, on est confronté à un cadre financier très volatile, avec un niveau de recettes qui est difficile à maîtriser avec nos clients, nos locataires, et puis un niveau de complexité qui est un niveau de montage des opérations qui est très complexe. Même nous, professionnels, c'est très compliqué. Et pour en savoir plus, on vous renvoie donc au magazine Vecteur Gaz. On vous renvoie aussi au site internet cgibat.grdf.fr et puis la chaîne Cgibat sur YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Merci Pierre Beau de Sun Square, le bureau d'études. Merci à Guillaume Oudry de l'immobilière Basse-Seine, à Sylvain Godineau de l'Agence locale de l'énergie de l'agglomération de Lyon et merci à Anne-Sophie Séguis de Cgibat. Merci aussi à vous tous qui nous suiviez depuis de nombreuses villes ou à vous qui étiez ici au Salon de l'Aveyron. Au revoir à tous.